Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Emmanuel, je viens de parler avec Jocelyne Richer de La Presse qui vient de sortir ce livre, Le sexe du pouvoir. Elle a interviewé plein d'élus, des femmes qui font de la politique, qui ont fait de la politique et qui disent les femmes ne sont pas jugées comme les hommes en politique. Il y a un double standard. Toi qui vois ça de près, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, mais c'est pas tant par le public que par leur propre père, en vérité, hein. Je pense que l'exemple le plus éloquent qu'on a vu, c'est à quel point M. Legault, comme premier ministre, a été très, très sévère à l'égard de femmes ministres qui étaient plutôt faibles. L'ancienne ministre des Affaires autochtones, Marie-Chantal Chassé à l'environnement, Danielle McCann qui était prise dans le réseau de la santé pendant la COVID, et puis pourtant, à l'égard de personnages masculins, on finit par être plus généreux. Mais est-ce que c'est nécessairement... Tu sais, moi, je suis pas une adepte là, des théories de l'intersectionnalité et toutes ces affaires-là, là, mais est-ce que c'est pas le fruit d'un biais inconscient? Quand il y a parce que dans le schème des relations politiques, un enjeu essentiel et crucial, c'est la loyauté. C'est d'avoir mené des batailles ensemble, inévitablement. Et quand on est dans un monde où tu fais rentrer des femmes dans des positions nouvelles, à une époque où il y a plus de femmes ministres, plus de femmes députées, mais il y a beaucoup de ces femmes-là qui, inévitablement, font pas partie des premiers combats avec leur premier ministre. Puis je pense que ça contribue certainement à expliquer le fait que les femmes demeurent à ce jour jugées plus sévèrement en politique que les hommes. Est-ce que tu trouves qu'ils ont tendance, les chefs hommes de parti, de mettre, mettons, des situations où tu sens que la situation est difficile, puis le ministre ne pourra pas bien s'en sortir, qu'on a tendance à mettre une femme là. C'est par exemple, si on est en pleine crise du logement, ben ça va être une femme qui va être ministre du logement. Moi, j'ai lu ça, qu'on avait tendance à faire ça, là. Bien, on a tendance à le faire en politique, mais la vérité, c'est que les entreprises ont tendance à le faire dans le monde des affaires aussi, là. Je veux dire, le Harvard Business Review, tous les grands magazines sur le monde des affaires, etc., qui se sont penchés sur ce problème-là, l'ont identifié, puis ça fait plusieurs années de ça. Et avant, on a longtemps parlé du plafond de verre, hein, qui faisait que certaines femmes n'étaient pas capables de fracasser le plafond de verre, là, et d'atteindre les postes de haute direction. Mais ce phénomène-là dont tu parles, ça s'appelle la falaise de verre. Et c'est que quand tout va mal, on met sur une femme, parce qu'on dit, elle va réussir à faire les choses différemment, ça va changer le ton, etc. Et c'est dans ces contextes-là qu'on place les femmes au bord d'une falaise de verre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, regarde le Parti québécois qui a élu Pauline Marois, tu sais, dans un geste désespéré, parce qu'on pensait qu'elle réussirait à changer le style, etc. C'est très fréquent dans les partis politiques qu'on élise une femme quand tout va mal. On verra si Kamala Harris va finir par faire mentir cette réalité-là. Liz Truss en Angleterre, ça s'invente même pas. Et puis c'est intéressant parce que là, on a Christine Fréchette, puis j'ai l'air éloquente là-dessus, là, mais c'est parce que j'ai écrit là-dessus il y a 2 semaines. C'est juste pour ça. Christine Fréchette, elle fracasse, tu sais, cette espèce de plafond de verre d'être la ministre la plus puissante au sein du gouvernement, etc. Mais comme tout va mal à la CAQ, comme il y a un débat qui a été tellement mal parti sur l'énergie qu'on se demande si c'est possible de récupérer la sauce, ben là, on se demande si elle a été placée au bord d'une falaise de verre. Nick, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est toujours un boys club? Pourtant, on regarde, là, il y a des ministres seniors qui sont des femmes, des ministres importantes, là, Mme Freeland au fédéral, là, ici, Mme Geneviève Guilbeault et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, depuis longtemps maintenant, là, c'est un oui. Mais juste avant d'aller là-dessus, j'écoutais ton entrevue avec Madame Richer, je crois. Jocelyne Richer. Bon, vous avez quand même traversé 1 ou 2 lieux communs, moi qui me lasse un peu, notamment sur l'habillement des femmes. Hein? Donc, on reproche aux femmes leur habillement, pas les hommes. Je vais quand même rappeler que Parizeau, on a beaucoup dit
que son complet 3 pièces et la montre à gousset, ça posait problème, puis ça faisait snob, puis ça faisait un peu au-dessus du peuple, un peu déconnecté. Quand on parle des fameux souliers Louboutin de Madame Duranceau, là, qui valent plus cher qu'un mois de loyer pour bien des gens, là, c'est pas l'habillement d'une femme qui était en cause ici, c'est plutôt le fait que la ministre de l'Habitation, qui est elle-même réputée comme spéculatrice immobilière, porte des souliers extrêmement coûteux au moment de présenter un projet qui vise à alléger un peu le fardeau des gens. Tu sais. Alors, il y a un peu de ça là-dedans. Après, le Boys Club... Nick, quand on dit là, les femmes géreraient différemment le pays, feraient de la politique différemment. Elles sont plus dans la main tendue, dans le consensus, plutôt que les hommes qui sont dans la confrontation. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai fait un petit peu de politique, puis en l'observant aussi, j'ai constaté en tout cas que des femmes très partisanes, ça existe aussi. Il y en a très certainement. Écoute, moi, j'attends toujours des études vraiment élaborées, sérieuses, étoffées, qui me convaincraient de différences morales majeures entre les hommes et les femmes en politique. Morale? Oui, morale, c'est souvent là-dessus qu'on situe ça. Hein? Quand on entend Véronique Yvon notamment et d'autres, ils disent bien que les femmes sont plus appliquées, elles doutent plus d'elles-mêmes, ce qui fait qu'elles sont plus performantes au bout du compte. On n'y va pas de main morte quand même pour souligner à grands traits non seulement que les femmes sont aussi capables que les hommes de faire de la politique, mais qu'elles sont peut-être même meilleures qu'eux à certains égards. Je dis ni oui ni non à ça, mais je trouve qu'on fait fort un peu là-dedans. Ensuite, c'est vrai, je pense que les femmes en politique, comme ailleurs dans la société, reçoivent un traitement différenciés, on les voit comme des femmes. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je sais que parfois, il y a des femmes, à notre époque en politique, là je fais exprès pour prendre la contrepartie d'Emmanuel, t'as bien compris, mais ont obtenu beaucoup de promotions et de postes, ils ont eu de belles carrières aussi parce qu'elles étaient des femmes. Le tableau de chasse, le tableau de carrière de Pauline Marois est exceptionnel, mais c'est aussi parce qu'à certaines occasions, il fallait mettre une femme là. Moi, j'ose le dire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas compétente pour occuper le poste, mais possiblement que si elle s'était appelée Jean-Paul Marois, c'est peut-être pas elle qu'on aurait choisi à certains moments dans sa carrière. Oui, Emmanuel? Je suis d'accord avec ça, moi. Je pense qu'on a tendance à vouloir placer ce débat sur les femmes, les hommes, les différences entre les deux, etc., sur le fait qu'il y en a un qui est mieux ou qui est tellement plus extraordinaire que l'autre, tu sais. Comme si les femmes leaders, tu sais, alors, il y a plein d'études dans le monde des affaires encore qui démontrent que dans toutes les entreprises où on met les femmes dans des postes de direction, je dis pas PDG, là, tu sais, mais dans des postes de haute direction, les profits augmentent, etc. Donc, définitivement, le fait d'amener des femmes dans des positions de leadership, ça a un impact et ça a un bénéfice. Mais ça, c'est par rapport à des entreprises ou un monde où tu n'as pas de femmes du tout. Alors, c'est pas la même chose que de dire les femmes c'est mieux, les femmes ont un avantage moral, et etc. Et moi, je trouve que si on veut avoir un vrai débat sur l'égalité des femmes et tout le reste, il faut reconnaître que les femmes aussi ont des avantages que les gars n'ont pas. Tu sais, puis les femmes les exploitent, ces avantages-là. Là. Tu sais, on se désole sur l'habillement des femmes. C'est pas ça, la chose jugée. Mais les femmes, puis j'en suis, alors c'est pour ça que je me permets de le dire, on exploite notre capacité de coquetterie. Parce que ça fonctionne, là. Je veux dire, le les femmes répertoire ont des vestimentaire rapports de la aux femme gens... est beaucoup plus large en politique. Ben oui. Ben oui, non, mais c'est même pas ça. C'est qu'on on a un registre d'interaction qui peut jouer sur plein de niveaux de manière très différente de celui des hommes. Puis ça, il faut reconnaître, là, les gars ont leur boys club, nous, on a d'autres choses, là. Et Nick, en terminant là, sur ce sujet-là, il n'y a pas un danger avec ce que j'appelle, moi, le féminisme essentialiste. C'est-à-dire, les femmes, par essence, elles sont plus douces. Par essence, elles sont plus dans le consensus. Ça fait que lorsqu'il y a des femmes comme Margaret Thatcher ou Danielle Smith, on dit « Ah, c'est pas des vraies femmes. » C'est pas des vraies femmes parce qu'elles ont des essences d'hommes, là, tu sais. Elles gèrent comme des hommes.
Oui, ou bien on n'en parle pas. Je vois plusieurs féministes officielles du Québec aujourd'hui, d'un certain féminisme, se réjouir de la présence de Kamala Harris dans la course aux États-Unis. Enfin, une femme, patati patata. On les entend moins quand Marine Le Pen frôle le pouvoir en France. Hein? Je sais pas pourquoi, peut-être parce que Mme Le Pen n'incarne pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'une femme incarne en politique, ce qui est donc un grand paradoxe par rapport à ce que prétend être ou vouloir un certain féminisme, en effet. En terminant rapidement, le sondage Abacus, alors c'est vraiment épouvantable pour les libéraux. 43% pour les conservateurs, 21% pour les libéraux. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Ben, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce sondage-là, c'est qu'ils ont isolé les données dans le reste du pays. Hein? Alors, t'enlèves le Québec de l'équation, puisque le Québec, c'est comme une espèce de dernier bastion où les libéraux s'accrochent, puis encore là, on peut y revenir, mais je suis pas si certaine que ça. Dans le reste du pays, c'est 50% des gens qui appuient le Parti conservateur. Et si t'enlèves le Québec de l'équation, le Parti libéral est 3e derrière le NPD. Alors, tu vois que finalement, ce que vient confirmer, c'est que ça fait 1 an, là. C'est comme s'il y a 1 an, le sol s'est ouvert chez les libéraux au Canada anglais. Et leur base électorale s'est effondrée. Ils tirent de l'arrière chez toutes les tranches d'âge, ils tirent de l'arrière. Ils tirent de l'arrière chez les femmes. C'est comme, il y a un rejet total là-dedans. Le seul petit lueur d'espoir à l'horizon, c'est qu'il y a un plus 2% que le Canada est dans la bonne direction. Ça passe de 25 à 27%, mesdames et messieurs. Dans la marge d'erreur. Nick, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que les libéraux sont 2e au Québec? C'est le Bloc, les libéraux et après ça, les conservateurs. Pourquoi les conservateurs peinent à percer au Québec? C'est pas d'hier, déjà, hein, c'est toujours un peu plus difficile pour eux depuis plusieurs années. Ensuite, le Bloc occupe beaucoup d'espace, notamment un espace qui pourrait être celui des conservateurs, du fait que c'est difficile d'être aussi woke et dans la nouvelle gauche que Justin Trudeau. Là. Donc, le Bloc va gruger un peu à la droite de Trudeau, même si c'est pas un parti de droite du tout. Ensuite, on connaît toujours mal, je pense, Pierre Poilievre et le peu qu'on connaît de lui est pas très glorieux. La politique de l'injure, des slogans un peu courts, de la mauvaise foi, tout ça lève moins au Québec. Moi, avec tout ce qu'on dit puis tout ce qu'on écrit au Québec sur la politique migratoire dévastatrice de Justin Trudeau pour le Québec, ils s'accrochent encore, les libéraux, malgré tout. Ils sont encore plus populaires que les conservateurs. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de Montréal. Oui, exactement. J'allais dire, c'est une grosse partie de l'électorat qui leur est acquise, quoi qu'il advienne. Ça compte, c'est important. Ensuite, c'est ça. Il y a un effet on essaye de trouver le moins pire, puis on n'aime vraiment pas les conservateurs. Ça veut pas dire qu'il y a pas une quantité, même au Québec, importante de gens qui en ont ras-le-bol des libéraux de Trudeau. Et c'est pas juste une fin de règne là, qui se manifeste à travers ces chiffres-là. C'est un vrai ras-le-bol de la politique, de la philosophie Trudeau, hein, qu'on a bien vu à Stephen Colbert l'autre jour aux États-Unis, là, quand Trudeau était en entrevue avec ce populaire animateur américain, où il expliquait que le Canada n'a pas de culture propre, n'a pas d'identité, puis c'est extraordinaire. Tu peux venir au Canada puis être qui tu veux. Je suis pas certain que tout le monde trouve ça super drôle, moi, au Canada, ce genre de discours-là. Merci à vous deux. Bonne journée. Bye. Au revoir.